Il pensait que la grange était vide. C'est ce que le lieutenant Daniel Brooks avait dit en arrivant au ranch des Cartwright, perdu au fin fond de la campagne de Millstone, en Géorgie. Une autre vieille bâtisse écroulée, étouffée sous le soleil écrasant du sud, condamnée à disparaître. Mais ce jour-là, Titan, le chien partenaire de l'agent spécial Adam Walker, refusa d'avancer. Un berger allemand au regard étrange, un œil bleu, l'autre noisette. Il s'était figé devant les vieilles planches usées, son aboiement résonnant comme un coup de tonnerre à travers les champs secs. Ce n'était pas un aboiement d'alerte habituel, c'était un cri, une supplique. Et quand c'était Titan qui aboyait comme ça, on ne pouvait pas se permettre de l'ignorer. Au début, personne ne l'a pris au sérieux. Le domaine Cartwright était abandonné depuis des années, les mauvaises herbes avaient avalé les clôtures, les planches du porche pourrissaient sous les pieds, et la seule trace de vie qu'on y trouvait provenait des ratons laveurs ou des ados en quête de frissons. Mais Titan, lui, avait senti quelque chose, son corps tendu, la queue raide, les oreilles appointées, la respiration lourde. Adam connaissait parfaitement ce langage. Ce n'était pas un signal, c'était un appel au secours. Quelque chose bougeait sous leurs pieds, quelque chose de vivant, quelque chose que Titan était le seul à percevoir. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. Allez, on reprend l'histoire. Millstone était ce genre de ville où tout le monde prétendait connaître tout le monde. Mais comme souvent, les secrets y poussaient mieux qu'ailleurs à l'ombre des apparences. Ce jour-là, l'été s'était installé comme une chape de plomb. Le bitume de Main Street craquait sous la chaleur de juillet et les esprits, eux, s'échauffaient aussi vite que les moteurs de pick-up. À 38 ans, Adam Walker n'était pas un homme expansif. Son visage portait les traces d'un passé lourd, rides précoces, regard las. Sa femme, Emily, et leur fille de 6 ans, April, avaient été fauchées 3 ans plus tôt par un chauffard ivre sur la route 47. Depuis, certaines journées menaçaient encore de l'engloutir. Mais Titan l'avait sauvé de cette noyade invisible. Quand Adam l'avait trouvé, lui aussi n'était qu'une carcasse, battu, affamé, abandonné dans une arrière-cour d'un bien saisi. La cicatrice qui fendait son oreille droite en diagonale était le souvenir permanent de ce passé-là. Peut-être que c'est pour ça qu'ils se comprenaient si bien. 2 âmes fracassées qui marchaient ensemble. « Prêt, mon grand ?» avait murmuré Adam, caressant le dos du chien, son pelage noir et fauve vibrant de tension. Titan répondit en pressant doucement son flanc contre la jambe de son maître. Une promesse silencieuse, un pacte indestructible. Le shérif Harold Donnelly dirigeait le département du comté avec la patience d'un homme qui avait traversé toutes les tempêtes. À 60 ans passés, ses cheveux avaient viré au gris acier, mais son esprit restait aiguisé comme une lame. Il avait toujours cru au flair d'Adam, même quand certains, comme le lieutenant Brooks, jeune, impulsif, doutaient de ses méthodes ou de l'intelligence de son chien. Walker sent ces trucs-là, il sait ce qu'il fait, répétait-il chaque fois qu'on le remettait en question. Docteur Madeleine Ross, la seule pédiatre spécialisée en traumatologie à 50 km à la ronde, connaissait elle aussi Adam. Ils avaient déjà travaillé ensemble. Chaque fois que la victime était un enfant, on faisait appel à elle. Sur les murs de son cabinet, les dessins d'enfants couvraient les murs blancs comme un soleil après la pluie. Dans cette région, où les moyens étaient limités, son calme et sa tendresse faisaient d'elle une ressource inestimable. Mais personne ce jour-là n'aurait pu imaginer à quel point leur destin allait s'en mêler. Ce que Titan allait découvrir dans cette vieille grange allait faire basculer la communauté entière. Il était 15h17 quand l'appel radio est tombé. Bruits étranges signalés près du vieux ranch Cartwright, à 8 miles à l'extérieur de Millstone. Ce genre d'alerte finissait toujours par des ratons laveurs ou des ados en train de fumer dans une grange pourrie. Adam terminait un rapport quand la voix de la standardiste avait craché dans le haut-parleur. Il s'était porté volontaire sur le champ, l'occasion parfaite pour fuir un bureau trop silencieux et respirer un peu, Titan sur le siège arrière. « Encore une promenade de chien ?» avait lancé Brooks en souriant, en voyant Adam enfiler son gilet tactique. « Les chiens ont besoin d'exercice ?» avait répondu Adam sans s'arrêter, sans ajouter que Titan n'était pas un chien comme les autres. Il était l'unité la plus efficace de tout le département. Titan avait retrouvé 3 randonneurs disparus le printemps précédent, alors même que l'équipe de recherche avait baissé les bras. Dans l'affaire Henderson, il avait détecté des preuves enterrées sous 30 cm de terre. C'était un enquêteur sur pattes. Mais pour certains, il resterait toujours juste un chien. Le ranch Cartwright avait autrefois été une ferme florissante spécialisée dans l'élevage de chevaux.
Mais après l'AVC du vieux Noah Cartwright, ses enfants avaient tout vendu par morceaux. Il ne restait qu'un squelette de bâtiment fatigué, la maison principale clouée de planches, le manège à moitié enseveli sous les broussailles et la grande grange qui se courbait sous son propre poids. Adam gara le véhicule sous un chêne famélique. Dès que les pattes de Titan touchèrent le sol, il sentit le changement. Le chien se mit à flairer l'air, lentement, comme s'il lisait un livre que seul lui comprenait. Adam le détacha, lui laissant toute liberté. Titan s'élança vers la grange, la tension de son corps trahissant une alerte imminente. Pendant 21 minutes, Adam fit le tour du domaine. La maison, verrouillée, pas de traces d'effraction. Les dépendances, rien que des toiles d'araignée. Il allait appeler ça un faux signal quand Titan se transforma. Son aboiement fusa comme une sirène. Cette fois, ce n'était pas une alerte, c'était un cri, un ordre, une vérité que personne d'autre ne percevait. Walker à Centrale, demande renfort immédiat sur le site Cartwright. Comportement K9, anormalement insistant. Reçu, Brooks est en route 15 minutes. À l'intérieur, la grange ressemblait à un poème d'ombres et de lumière. Les rayons du soleil transperçaient les trous du toit, dessinant des halos de poussière suspendus. L'odeur, bois pourri, foin humide, mais aussi autre chose, quelque chose de mauvais, de fétide. Titan fila vers le fond du bâtiment, s'arrêtant net devant une planche plus claire que les autres. Il grattait frénétiquement. Ses griffes arrachaient le bois. Son aboiement emplissait l'espace comme un tambour de guerre. Quand Brooks arriva, Adam avait déjà dégagé les contours d'une trappe, mal dissimulée, mais pas assez pour échapper à Titan. « Tu te fous de moi, là ?» lança Brooks, bras croisés. « Tu fais venir du monde parce que ton chien a flippé devant des rats ?» Adam ne répondit pas. Il extirpa un pied de biche de son coffre et se remit à forcer la trappe. Titan ne se trompe pas. Jamais. Une vieille cave de stockage, rien de plus, toutes ces vieilles baraques en ont. Mais ce qu'ils trouvèrent en dessous n'était pas une cave, c'était un puits. Un puits creusé dans la terre avec des barreaux cloués à la main dans les parois et venant des ténèbres, un gémissement, faible, enfantin. Brooks pâlit. Bon sang. Adam s'empare de sa lampe torche. Appel du renfort, ambulance. Et le shérif maintenant. Ce qu'ils découvrirent sous la trappe échappait à toute logique. Une pièce, creusée à la main, approximativement 4 mètres sur 5, soutenue par des planches de récupération et des poteaux en métal rouillé. Une lampe torche suspendue par un fil électrique diffusait une lumière vacillante. Au sol, un matelas souillé, sur lequel étaient regroupés 3 enfants recroquevillés. Dans un coin sombre, un 4e enfant gisait, immobile, le visage à moitié caché par une couverture déchirée. Leurs vêtements étaient en lambeaux, leur visage couvert de saleté, leur regard vidé par la peur. La plus grande, une fille d'environ 10 ans, se redressa faiblement pour cacher les plus jeunes derrière elle. Un petit garçon, maigre, les cheveux blonds emmêlés, fixait Titan avec des yeux agrandis d'incompréhension. Le chien venait de se glisser à travers l'ouverture, ignorant ses blessures aux pattes causées par le bois. Il s'approcha d'eux avec calme, et malgré la peur qui tremblait dans chaque souffle de ses enfants, aucun ne cria « Tout va bien », murmura Adam les bras levés, évitant tout geste brusque. « On est des policiers, on est là pour vous sortir de là. » Le petit garçon blond ne le regarda même pas. Il n'avait d'yeux que pour Titan. Il tendit une main tremblante vers lui. « Vous nous avez entendus » dit-il d'une voix rauque, presque effacée. « Vous nous avez vraiment entendus. » Les 48 heures qui suivirent furent une tempête. Sirènes, lumière bleue, journalistes, allées et venues entre l'hôpital, le commissariat et les services de l'État. Rien ne pouvait vraiment capturer l'horreur de ce qu'on avait trouvé sous cette grange. Le centre hospitalier de Millstone, un bâtiment modeste de 3 étages, habitué à traiter des entorses de fermiers ou des cas de grippe hivernale, devint du jour au lendemain le théâtre d'une crise nationale. Adam était dans le couloir du service pédiatrique, un gobelet de café froid entre les mains, observant par la fenêtre la cohue des journalistes déjà massés sur le parking. Les gros titres circulaient partout. Miracle à Millstone, un chien policier découvre un enfer souterrain. Le shérif Donnelly avait ordonné un périmètre, mais les vautours médiatiques avaient flairé le sang. Les questions pleuvaient. Qui avait fait ça? Combien de temps était-il là? Et surtout, combien d'autres endroits comme celui-ci existaient encore? C'est un miracle qu'il soit encore en vie, déclara doucement la docteure Ross, qui venait d'apparaître à ses côtés. Ses yeux cernés trahissaient la nuit blanche qu'elle venait de passer à stabiliser les enfants. Le petit, celui qui a parlé au chien, Caleb, il est en déshydratation sévère,
infection sur les jambes, un jour ou deux de plus, et elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. « Est-ce que l'un d'eux parle ?» demanda Adam sans la regarder. Ross secoua la tête. La plus grande, Sophie, nous a dit leur prénom. Ils étaient là depuis plusieurs semaines. Un homme leur apportait de la nourriture tous les quelques jours. Puis plus rien. Ils ont survécu en buvant l'eau qui suintait des murs. Elle soupira. Ils sont traumatisés, Adam, et ce genre de choses, ça ne s'efface pas. L'enquête avança par fragments. Sophie Anderson, 10 ans, portée disparue à Harperville. Max Delgado, 6 ans, enlevé dans un parc de Newcrest. Lily Green, 7 ans, disparue lors d'un événement religieux à Grayson Hill. Et Caleb, juste Caleb. Aucun nom de famille, aucun signalement, rien dans les bases de données nationales, comme s'il n'avait jamais existé. Un lien apparut 2 jours plus tard. Un accident de voiture survenu 2 semaines plus tôt sur la route 47, à une quinzaine de kilomètres du ranch Cartwright. Le conducteur, Jacob Langford, 43 ans, décédé sur le coup. Les traces de pneus retrouvées près de la grange correspondaient à celles de son véhicule. Il n'avait pas d'antécédents, travaillait dans le bâtiment, vivait seul. Les voisins le décrivaient comme discret, trop discret. Donc, on a un suspect mort et 4 enfants traumatisés, résuma Donnelly lors d'un briefing d'urgence. Ce qu'on doit comprendre maintenant, c'est s'il agissait seul. Et surtout, s'il y a d'autres granges comme celle-là. Adam restait silencieux. Son esprit ne cessait de revenir vers Caleb. Ce petit garçon qui ne regardait pas les adultes, mais restait fixé sur Titan, comme s'il était le seul être vivant auquel il pouvait faire confiance. Après la réunion, Adam demanda à voir le shérif en privé. « Je voudrais emmener Titan à l'hôpital », dit-il simplement. Caleb a réagi à lui. « Ça pourrait aider ?» Donnelly fronça les sourcils. « Tu veux faire de Titan un chien thérapeute maintenant ?»« Il a déjà fait plus que n'importe quel psychologue », répondit Adam. Le gamin lui a parlé. Ce lien, c'est peut-être la seule chose qui le raccroche au monde réel. Après en avoir discuté avec la docteure Ross, non seulement elle accepta, mais elle insista. Les animaux sont souvent le seul pont entre un enfant brisé et la reconstruction. Titan pourrait être cette passerelle. Et elle avait raison. Lorsque Titan entra calmement dans la salle d'activité où les enfants étaient réunis, les réactions furent immédiates. Les regards se redressèrent, les corps se détendirent, même si la méfiance ne disparut pas. Mais Caleb, lui, se leva, sans un mot, sans un ordre. Titan s'approche, il s'assit, leurs regards se croisèrent. Le garçon tendit la main et toucha doucement l'oreille balafrée du chien. « Il nous a entendus », dit Caleb, cette fois assez fort pour que tous l'entendent. Quand personne d'autre n'a pu, dès lors une brèche s'était ouverte. Caleb ne parlait presque jamais aux adultes. Mais avec Titan, il murmurait, il racontait, il partageait. Et grâce à ce lien, des morceaux de vérité émergèrent peu à peu. Pendant ce temps, l'affaire prenait une ampleur nationale. L'équipe du FBI débarqua à Millstone. Une cellule spéciale fut formée. On fouilla la propriété des Cartwright pendant des jours. Les camions du service scientifique ne désemplissaient pas. Sophie retrouva sa famille en larmes. Max fut pris dans les bras de son père, seul parent survivant après que sa mère ait été hospitalisée suite à sa disparition. Lily fut ramenée chez ses grands-parents, mais pour Caleb, personne ne se manifesta. Aucun appel, aucun signalement, aucun ADN ne correspondait à quoi que ce soit. « Et maintenant ?» demanda Adam à Patricia Green, la responsable des services sociaux. « Qu'est-ce qu'on fait pour lui ?» « Famille d'accueil », répondit-elle d'une voix lasse. « S'il survit au traumatisme, il ira dans le système. » Avec ses antécédents, ses cauchemars, son silence, elle ne termina pas non plus sa phrase. Cette nuit-là, Adam tourna en rond dans son salon. Les photos d'Emily et April semblaient le regarder. Titan, couché sur son coussin, le suivait du regard. « Il n'a personne », murmura Adam. « Personne pour se battre pour lui. » Titan releva la tête, et c'est là que tout changea. Le lendemain matin, sans hésiter davantage, Adam se rendit directement au bureau du shérif Donnelly. Il n'avait pas dormi, mais il était déterminé. « Je veux déposer une demande d'accueil temporaire pour Caleb », dit-il en entrant, sans même attendre qu'on l'invite à parler. Donnelly releva la tête lentement. « Walker, tu as perdu l'esprit ? Tu es l'enquêteur principal sur cette affaire. Tu ne peux pas accueillir un témoin aussi crucial. C'est un conflit d'intérêts énorme. » Adam hocha la tête. « Je peux me retirer du poste principal. Donner la coordination des preuves à Brooks, il n'attend que ça. » Le shérif le fixa longuement, ses doigts tambourinant sur son bureau. « Ce n'est pas qu'une question de procédure. Tu vis seul, Adam, tu bosses dans un métier à risque. T'es pas exactement le portrait du tuteur idéal. »« Je ne suis pas seul, » rétorqua Adam en pensant à Titan. « Et Caleb me fait confiance.
Ce lien-là, on ne peut pas le recréer ailleurs. Donnelly soupira lourdement. Le FBI veut t'avoir sur la task force. Ils veulent Titan aussi. Ils élargissent l'affaire à 3 États. Ils ont besoin de ton expertise. Adam croisa les bras. Ils attendront. Parce que ce garçon, lui, n'a personne. Et il a besoin de nous. Maintenant. Un long silence s'installa. Finalement, le shérif hocha lentement la tête. Va voir Patricia. Elle te donnera les papiers. Tu passeras par une vérification de domicile, des antécédents, l'inspection habituelle. Adam esquissa un faible sourire. Je suis flic, j'ai survécu à pire qu'une vérification. Donnelly se radoucit un peu. J'espère juste que tu sais dans quoi tu t'engages. Pour ton bien et pour le sien. Le soir même, Adam retourna à l'hôpital avec Titan. Quand ils franchirent la porte de la chambre, Caleb redressa la tête, son visage se détendant légèrement. Adam s'agenouilla à ses côtés. « Tu veux venir vivre avec moi quelque temps ?»« Rien de compliqué. Juste toi, moi et Titan. » Caleb regarda le chien, puis Adam. Il hocha simplement la tête. Aucune émotion apparente, mais ses doigts se crispèrent autour du collier de Titan, comme s'il s'accrochait à une bouée au milieu d'un océan inconnu. La chambre d'amis d'Adam n'avait pas été ouverte depuis 3 ans. Depuis qu'Emily et April étaient mortes, il avait refermé cette porte et n'y avait plus touché. Un sanctuaire figé dans la poussière. Mais ce jour-là, il l'ouvrit à nouveau, balaya du regard les murs aux peintures fanées, le matelas nu, le vieux bureau d'écolier. Titan était à ses côtés, silencieux. « C'est pas vraiment digne d'un magazine de déco, hein mon grand ?» murmura Adam. Le chien incline la tête comme pour approuver le défi à venir. Ce fut Madame Martha Wynne, la voisine d'Adam qui débarqua la première. Septuagénaire, vive et intrépide, elle apporta des draps, des rideaux, des livres d'enfants et une énergie maternelle qui ne demandait qu'à servir. « Seigneur Adam Walker, tu vas pas faire dormir ce gamin dans un placard de fantômes !» déclara-t-elle en balayant la pièce du regard. « Allez, on décroche ces rideaux, on lessive et on repeint ce mur déprimant. » À 76 ans, Martha avait enterré 2 maris, élevé 5 enfants et régnait sur son quartier comme une impératrice bienveillante. Elle s'imposa dans la maison sans que personne ne la conteste. Quand la docteure Ross déclara Caleb médicalement apte à quitter l'hôpital, la chambre s'était transformée. Peinte d'un vert doux, apaisant pour les esprits de tourmentés, selon Martha, elle était décorée d'une bibliothèque garnie de livres donnés par les petits-enfants de la vieille dame, de rideaux colorés et d'une couette cousue à la main, ornée de chiens de toute race. « Mon Henri aurait approuvé », déclara Martha fièrement. Il disait toujours que chaque enfant mérite un endroit où atterrir en sécurité. Le matin de leur retour, l'air était étonnamment frais pour un mois de juillet. Adam conduisait son vieux pick-up Ford, Caleb silencieux sur la banquette arrière, serrant un petit sac contenant 2 tenues données par l'hôpital, une brosse à dents et une peluche offerte par une infirmière. Titan était assis près de lui, veillant avec une vigilance tranquille. À chaque fois que la respiration du garçon s'accélérait, le chien venait poser son museau sur sa main et Caleb relâchait peu à peu la tension dans ses épaules. « On est arrivé », dit Adam en entrant dans l'allée. Il gardait un ton léger, mais son cœur battait fort. Que savait-il vraiment sur le fait de s'occuper d'un enfant brisé? L'orientation accélérée qu'il avait suivie ne lui avait appris qu'une chose, il n'était pas prêt. Mais le silence n'était plus une option. Caleb entra dans la maison à pas lents. Il balaya la pièce du regard, fixant le canapé en cuir usé, les étagères de polar et de manuels de police, la photo encadrée d'Emily et April qu'Adam n'avait jamais eu le courage de ranger. « Tu veux voir ta chambre ?» demanda-t-il doucement. Le garçon hocha la tête. En entrant, son regard s'arrêta sur la couette décorée de chiens. Il s'approcha, tendit la main et effleura du doigt la silhouette d'un berger allemand qui ressemblait étrangement à Titan. « C'est pour moi ?» murmura-t-il. « Tout ça est à toi », confirma Adam. « Et si tu veux changer quelque chose, la couleur, la déco, tout est possible. » Caleb secoua doucement la tête. « C'est parfait. » Puis si bas qu'Adam faillit ne pas l'entendre, « Merci. » Les premiers jours furent une danse fragile, un équilibre entre prudence et tendresse. Caleb dormait la porte entr'ouverte, une veilleuse en forme de patte canine branchée au mur. Titan, qui dormait habituellement dans la chambre d'Adam, s'était installé au pied du lit du garçon, veillant sans bouger. Les cauchemars étaient fréquents. Caleb se réveillait en hurlant, en sueur, mais chaque fois, Titan était déjà là, sa tête posée sur le matelas, la présence douce et constante d'un gardien silencieux. Adam apprit à parler doucement, à ne jamais surprendre Caleb en entrant dans une pièce. Il découvrit que le garçon mangeait peu, uniquement des plats simples, et refusait de fermer totalement la porte des toilettes.
comme s'il craignait qu'un espace clos devienne un piège. Le 4e soir, alors qu'Adam lavait la vaisselle, Caleb parla pour la première fois sans qu'on l'interroge. Il était assis en tailleur sur le tapis du salon, Titan couché devant lui. Ses doigts caressaient lentement le poil dense du chien. « Il nous a sauvés quand personne ne nous entendait. » Adam, les mains dans l'évier, s'interrompit. Il se sécha lentement les mains, prenant le temps de trouver ses mots. « Il est très bon pour écouter. » Caleb hocha la tête. On essayait de crier quand on entendait des voitures. Mais le méchant disait que si on faisait trop de bruit, on disparaîtrait pour toujours. Sophie a essayé une fois, il l'a emmenée toute la journée. Quand elle est revenue, elle ne parlait plus. Adam sentit la rage monter, mais il resta calme. « Vous avez été très courageux, tous !» Caleb haussa les épaules, un geste d'adulte emprunté. « On voulait juste rentrer chez nous. » Il releva alors la tête, ses yeux cherchant ceux d'Adam. « Mais moi, j'ai pas de maison, hein, c'est ce que la dame avec les papiers a dit. » La phrase frappa Adam en plein cœur. Il s'agenouilla près de lui. « Tu en as une maintenant, avec moi, et Titan, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Caleb sembla réfléchir, puis hocha lentement la tête. Il se pencha à nouveau vers Titan. Le silence reprit ses droits. Mais quelque chose venait de changer. Une brèche venait de s'ouvrir, fragile, minuscule, mais suffisante pour laisser passer un peu de lumière. Pendant ce temps, l'enquête prenait une tournure inquiétante. Adam, même partiellement retiré de la coordination, restait en lien avec les équipes. Le FBI poursuivait l'analyse du site du ranch Cartwright. Chaque indice renforçait une idée plus glaçante que la précédente. Jacob Langford n'avait pas agi seul. Trop d'éléments pointaient vers une organisation plus large. Empreintes non identifiées, traces de véhicules multiples, incohérences dans les livraisons de matériaux. Et surtout, un symbole étrange retrouvé gravé dans une planche à demi enfouie et griffonné dans le carnet de Caleb. Un cercle avec un œil stylisé au centre barré d'une ligne verticale. Adam le montra un soir à Caleb, mine de rien, comme on glisse une énigme dans une conversation. « Tu sais ce que c'est ?» Le garçon haussa les épaules. Il était sur le bras du monsieur Calme. Et sur ses papiers aussi. Le monsieur Calme, un terme que Caleb avait utilisé plusieurs fois, semblait être une seconde figure distincte du ravisseur principal. Celui qui apportait parfois la nourriture, celui qui ne parlait presque jamais, mais qui observait, qui écrivait. Adam transmit immédiatement l'information au shérif Donnelly, qui la fit remonter à la cellule du FBI. 2 jours plus tard, l'agente fédérale Eva Reynolds débarqua à Millstone avec des clichés et un regard grave. Ce symbole, le cercle et l'œil barré, on l'a déjà vu, déclara-t-elle sans détour. Il a été retrouvé dans 3 autres affaires de trafic d'enfants dans le sud-est du pays, sur une décennie. Et c'est toujours lié à des lieux isolés, des structures souterraines, des disparitions ciblées. Adam sentit le froid le traverser. « Vous croyez qu'il y a un lien direct avec Caleb ?» L'agente Reynolds hocha lentement la tête. C'est même probable qu'il en soit la clé. Il a peut-être vu ou entendu des choses. Et si c'est le cas, alors il est en danger. Ce soir-là, Adam rentra chez lui avec la sensation de porter une bombe invisible entre ses mains. Il ne dit rien à Caleb, bien sûr, mais il installa des verrous supplémentaires, relia un petit système de caméras autour de la maison, acheté discrètement, en liquide, dans une ville voisine. Titan le suivait comme son ombre, comme s'il sentait que quelque chose grondait. 3 nuits plus tard, les caméras capturèrent une silhouette familière, un SUV du département du shérif moteur coupé, garé au bout de la rue, à 23h43. L'homme au volant, l'adjoint Matthew Crane, 7 ans de service, affecté à la patrouille de nuit, aucune raison d'être là à cette heure. En visionnant les archives, Adam découvrit 4 autres passages du même véhicule les jours précédents. Une fois s'il était resté garé pendant 1 heure entière, phares éteints. Le choc fut brutal. Crane n'était pas n'importe qui. Il avait accès au dossier, au rapport. Il connaissait les mouvements de Caleb. S'il faisait partie du réseau, alors tout ce qu'ils avaient tenté de reconstruire risquait de voler en éclats. Le lendemain, après une nuit blanche, Adam prit une décision. Il ne pouvait pas faire confiance au département. Pas entièrement. Il se rendit chez la docteure Ross, tenant entre ses mains une clé USB contenant les vidéos, les plans, les extraits d'audio. « J'ai besoin d'un endroit sûr pour Caleb, dit-il, la voix basse. Un endroit où personne ne penserait à chercher. » Elle le fixa un instant, puis hocha la tête sans hésiter. « Ma sœur possède une vieille maison à Blue Briar, à 40 km au nord. C'est isolé, mais avec téléphone fixe et provisions. Personne du comté ne connaît son existence. Je dirais que je pars à une conférence. » Ils planifièrent tout en silence.
Le trajet, les changements de voiture, les arrêts fictifs. Adam savait qu'il paraissait paranoïaque. Mais si Crane ou un autre membre du réseau venait les chercher, il n'aurait pas droit à l'erreur. Ce soir-là, il installa Caleb à l'arrière de sa voiture personnelle, Titan à ses côtés, et ils prirent la route par une nuit sans lune. 3 heures plus tard, ils atteignirent la petite maison entourée de pins, nichée au pied d'une colline abrupte, avec une seule route praticable pour y accéder. Parfait pour repérer toute approche. « Je dois retourner à Millstone », expliqua Adam à Caleb une fois installé. « Dr. Ross va rester avec toi. Moi, je dois apporter ces preuves à des gens qui peuvent vraiment faire tomber les responsables. » Caleb baissa les yeux. « Tu vas revenir ?» La question était simple. Mais Adam, il eut toute la peur du monde. « Bien sûr que je vais revenir. Et Titan va rester ici avec toi pour te protéger. » Titan tourna la tête, posant doucement sa tête sur la jambe du garçon. Caleb hocha la tête. Il ne sourit pas, mais il accepta. Adam n'avait jamais vu une telle force dans un corps aussi petit. Avant de repartir, il vérifia les serrures, les lignes téléphoniques, les rideaux. Il donna les instructions à la Dr. Ross, glissa un revolver chargé dans la commode et s'assura que tout était prêt au cas où. « S'il ne m'arrive rien d'ici demain soir, vous restez. Mais si je ne donne pas de nouvelles, prenez la route vers le nord. Direction Atlanta, directement au bureau fédéral. Vous demanderez l'agent Reynolds. » Elle le fixa, ses traits tirés mais résolus. « Ce gamin, je refuse qu'on le laisse tomber. » Adam repartit au lever du jour. Il roulait vite, le cœur au bord du gouffre. Il savait que c'était maintenant ou jamais. S'il avait raison, s'il parvenait à faire tomber cette organisation, alors peut-être que Caleb aurait une vie, une vraie. Pas une suite de cauchemars et de portes verrouillées. Il n'était pas encore de retour à Millstone qu'un appel du shérif Donnelly s'afficha sur son écran. Des barrages ont été installés sur les routes principales et on a un hélicoptère prêt à décoller. « Il ne prendra pas les grandes routes », répondit Adam. « Il connaît les raccourcis, les routes secondaires. »« On parle de qui ?» demanda Donnelly, inquiet. « De Crane. Il sait où est le gamin. » Adam se jeta sur Crane, mais déjà le policier repoussait Titan, prêt à reprendre son arme. Un tir claqua, puis un autre, et encore un. Crane s'effondra, 3 impacts dans la poitrine. Derrière lui, la Dr. Ross, ensanglantée mais debout, revolver tremblant dans les mains. « Il allait tuer mon neveu ?» dit-elle, les dents serrées. Adam courut vers Titan, déjà au sol. Sa respiration haletante, le sang coulant enfilé de son flanc. Caleb était déjà à genoux, pressant ses mains sur les plaies, en larmes. « Il peut pas mourir !» sanglota-t-il. « C'est lui qui m'a entendu, c'est lui qui est venu. » Adam déchira sa veste pour faire un garrot, posant ses mains sur la blessure. Les yeux de Titan cherchaient les siens. Il était encore conscient, mais faiblissait vite. « Reste avec moi, mon grand. Tu n'as pas le droit de partir, pas maintenant. » Dr. Ross les rejoignit. Elle palpa les plaies, inspecta les saignements. La balle est restée dans l'épaule, les coups de couteau ont manqué le cœur. Il y a une chance, mais il faut faire vite. Adam souleva Titan dans ses bras. Le chien était lourd, mais plus léger qu'il ne devrait l'être. Trop de sang perdu. Caleb courut à leur côté tandis qu'ils redescendaient la colline. La route vers la clinique vétérinaire la plus proche fut un enfer. 30 kilomètres de virages serrés, de montées raides et de silences insoutenables. Titan était allongé sur la banquette arrière, sa tête posée sur les genoux de Caleb, qui ne cessait de lui parler doucement. « Tu vas t'en sortir, t'as pas le droit de me laisser maintenant. Je te dirai tous mes secrets si tu restes, d'accord? Même ceux que j'ai jamais dits à personne. » Le chien respirait par saccades, les yeux à demi clos, la truffe tiède. Adam, lui, conduisait avec une rage silencieuse. Ses mains crispées sur le volant, il dépassait les limites de vitesse sans y penser. Il n'y avait plus de place pour la prudence. Seul comptait l'arrivée. La clinique vétérinaire de Pine Valley était une modeste bâtisse en briques sur rouge, située à l'entrée de la ville. Une lumière était encore allumée quand ils déboulèrent sur le parking en crissant. Adam sortit en trombe, portant Titan dans ses bras, le sang du chien trempant sa chemise. La vétérinaire de garde, d'une femme d'une 50aine d'années nommée Dr. Elise Hartman, réagit aussitôt. Elle donna des ordres secs, appela 2 assistants et guida Adam vers la salle d'opération improvisée. Plaie par balle à l'épaule droite, 2 lacérations profondes à la cage thoracique. Il est en choc hémorragique, annonça-t-elle en touchant le pelage imbibé. Il a encore une chance, mais ça va se jouer, à la minute près. Adam voulut rester, mais elle l'arrêta d'un geste ferme. Laissez-nous faire notre travail. Si vous restez, vous allez gêner. Il recula à contre-cœur, les jambes fléchissant à mesure qu'il quittait la pièce. Caleb était resté dans la salle d'attente, le visage blême.
Lorsqu'Adam le retrouva, il était recroquevillé sur le banc, les bras autour de son torse, le regard vide. « Il va s'en sortir ?» demanda-t-il d'une voix presque inaudible. Adam s'agenouilla devant lui, posant une main sur son épaule. « Il se bat, et Titan ne perd pas. Tu le sais. » Ils attendirent. 1 heure, puis 2. Le temps n'avait plus de forme, seulement des battements d'angoisse. Dr Ross avait quitté la clinique pour faire sa déposition. Adam avait insisté. La scène de la fusillade devait être sécurisée, les preuves traitées. Mais ici, dans cette petite pièce au mur trop blanc, seul le silence importait. Ce fut la vétérinaire elle-même qui revint, l'air épuisé, les bras tachés de sang séché. Elle retira sa charlotte, repoussa une mèche de cheveux gris. « Il est vivant !» Adam s'effondra sur la chaise derrière lui. Caleb ne bougea pas. Puis lentement, il releva les yeux vers elle. Mais, elle hocha la tête. Il a perdu beaucoup de sang. La balle a fracturé son omoplate. Les nerfs autour de l'épaule ont été touchés. Il ne retrouvera probablement jamais une mobilité complète de sa patte avant droite. Un silence. Il pourra encore marcher, peut-être même courir un peu, avec le bon harnais, mais sa carrière de chien policier est terminée. Adam sentit son cœur se serrer. Titan vivrait, mais il ne serait plus jamais ce qu'il était. Et pourtant, il était là, en vie. Caleb s'approcha timidement de la vétérinaire. « Est-ce que je peux le voir ? Il est encore très faible, mais je pense qu'il aimerait vous entendre. » Ils traversèrent le couloir. Dans une pièce à la lumière tamisée, Titan était allongé sur un matelas épais, sous perfusion, une couverture sur lui. Des bandages couvraient son flanc. Son épaule était immobilisée. À son approche, une oreille remua faiblement, puis sa queue bougea légèrement, comme un battement de tambour discret. Caleb s'accroupit à ses côtés. Il posa doucement sa main sur sa tête. « Je suis là, mon grand. T'as pas à t'inquiéter, je reste. » Un silence, puis la voix grave du shérif. « Alors retrouve-le, et ramène-les à la maison. » La route forestière menant à la cabane s'étirait devant Adam comme un fil tendu à l'extrême. Chaque virage, chaque montée dans la brume épaisse des pins pouvait cacher un piège. Il roulait vite, mais pas à l'aveugle. Sa concentration était absolue, aiguë comme jamais. Le pick-up municipal qu'il avait emprunté grognait à chaque accélération, les pneus glissant parfois sur les gravillons humides. Il jetait des coups d'œil constants à ses rétroviseurs, ses muscles crispés par la peur. Une peur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pas depuis l'accident. Pas depuis la mort d'Emily et April. La voix de Dr Ross tournait en boucle dans sa tête. « On part maintenant, par la route du Nord, comme prévu. » Puis plus rien, silence. Impossible de savoir si c'était à cause de la réception ou de quelque chose de plus grave. Mais Adam le sentait. Ce n'était pas juste un problème de réseau. Il arriva au croisement de Fort Hollow Road en moins de 30 minutes. C'était l'unique accès à la propriété. Là, il aperçut la berline bleue de la docteure, déviée sur le bas-côté, emboutie contre un talus. La portière conducteur grande ouverte, personne à l'intérieur. Il s'arrêta en urgence, sortit de la voiture, arme au poing, scannant les environs avec l'intuition d'un homme qui avait déjà vu le pire. La scène était trop silencieuse. Pas un oiseau, pas une branche qui craque, un calme artificiel, comme si la forêt retenait son souffle. Sur le siège arrière de la voiture, il reconnut le petit blouson de Caleb. Posé là, oublié, une bouffée glaciale lui transperça le ventre. Il repéra les traces dans la terre humide, 2 adultes, un enfant et des empreintes de pattes larges bien distinctes. Titan. Ils avaient fui à pied vers les bois en direction du versant est. La docteure avait sans doute tenté de créer une diversion. Peut-être même avait-elle été prise. Adam devait choisir, suivre sa trace à elle ou courir vers l'enfant. Il choisit Caleb, sans hésiter. Il suivit les empreintes, remontant le flanc de la colline, franchissant troncs morts et ronces. Plus il montait, plus les arbres s'éclaircissaient, ouvrant la vue sur une crête étroite, stratégique. De là, on pouvait voir venir n'importe qui. Titan avait choisi ce chemin pour une raison. Un aboiement déchira le silence. Court, nerveux, puis un gémissement. Adam accéléra. Il se glissa derrière un tronc large, observant la clairière en contrebas. Et ce qu'il vit lui retourna l'estomac. Crâne était là, revolver pointé, entre Caleb et Titan. Le chien déjà blessé se tenait entre l'homme et l'enfant, ses poils hérissés, le museau retroussé. Du sang tachait son épaule, probablement une balle, et pourtant, il ne reculait pas. Caleb, tremblant, se tenait derrière lui, les poings serrés, le visage déformé par la peur, mais debout. « Dernière chance, gamin !» grondait Crane. « Dis-moi ce que t'as dit au FBI. »
Ce que t'as vu. Je leur ai parlé de toi, répondit Caleb, la voix claire malgré les larmes. Le monsieur calme, celui qui prenait les photos, Crane ricana. Et ils t'ont cru? Un môme amnésique, sans famille, sans papier. T'es personne, Caleb. Personne t'a réclamé quand t'as disparu. Et personne ne pleurera si tu disparais encore. Titan grogna plus fort, avançant d'un pas malgré la douleur. Crane pointa son arme sur lui. Un pas de plus et j'abats ce foutu cabot. Adam n'attendit pas. Il surgit de sa cachette, arme levée. « Lâche ton arme, maintenant !» Crane se retourna, surpris, mais pas paniqué. « Walker, tu fais toujours le héros, hein, c'est fini, Adam, t'as rien, t'es seul. » Chamber est en garde à vue, lança Adam. « Toute ton organisation s'écroule. Tu peux encore coopérer. » Crane ricana de plus belle. « Tu crois que Chambers est le sommet? Il n'est que le visage. » Les vrais décideurs, tu les verras jamais. Ils m'ont promis que ma femme et ma fille seraient protégées tant que je faisais mon boulot. Si je parle, elles disparaissent. Ce n'est pas une raison pour tuer un enfant, gronda Adam. Un enfant dont personne ne veut. Titan bondit. Malgré sa blessure, il traversa la distance en une fraction de seconde, mordant violemment le bras de Crane. Le coup de feu partit dans le sol. Adam courut, mais Crane, dans un mouvement désespéré, sortit un couteau et le planta dans l'épaule de Titan. Le chien hurla, mais ne lâcha pas. Caleb hurla. « Non, Titan !» Titan ouvrit un œil, faible, mais conscient. Il poussa un léger gémissement. Adam sentit quelque chose se fissurer en lui. La loyauté, l'amour, le courage, tout ce que ce chien avait donné sans condition, tout ce qu'il avait sacrifié. Et pour la première fois depuis des années, il sentit ses yeux se remplir de larmes. « Il a tenu parole, » murmura Caleb. « Il m'avait promis qu'il me protégerait, et il l'a fait. » Pendant les jours suivants, Adam resta à la clinique, dormant sur un fauteuil, aidant aux soins, prenant des appels entre deux perfusions. Le shérif Donnelly l'appela le 3e jour. « Chambers a craqué », annonça-t-il sans préambule. « Il parle, et il a donné des noms. Des noms d'hommes importants? Un sénateur, 2 juges, un procureur, et des gens de chez nous. » Adam ferma les yeux. Et Crane. « Sa mort est justifiée. Tu n'as rien à craindre. La docteure Ross a tout confirmé. » Et Caleb? Le shérif hésita. Il est plus important que jamais. Ce qu'il sait pourrait ouvrir encore d'autres portes, mais il est aussi une cible. Il faut le protéger, plus que jamais. Il l'est? Adam raccrocha, se dirigea vers la salle de repos où Caleb était assis, dessinant sur une feuille. Un chien, un garçon, un badge, il s'assit à ses côtés. « Dis-moi, Caleb, tu te souviens de ce symbole que tu dessinais? Le cercle avec l'œil ?» Le garçon hocha la tête. « C'est maman qui me l'a montré. Elle disait que si un jour elle partait, il faudrait que je le retrouve, que ce serait une clé. » Adam sentit le monde s'arrêter une seconde. « Tu savais ce que faisait ta maman ?» Caleb baissa les yeux. Elle me disait que c'était un secret, mais qu'un jour, ça aiderait les gens, qu'il y avait une boîte quelque part avec les choses qu'elle avait cachées, et que si je trouvais l'œil, je devais lui donner notre code. « Quel code ?» Caleb réfléchit. Puis, doucement, 4-7-9-2. C'était notre code secret. Un jour, on avait inventé une histoire de coffre magique. Adam se leva, appela immédiatement l'agent Reynolds. Quand il raccrocha, il se tourna vers Caleb. « Ce que tu viens de dire, ça pourrait tout changer. Ta maman a été très courageuse. » Le garçon ne répondit pas, mais il posa une main sur celle d'Adam. Elle disait que les héros, c'étaient pas ceux qui se battaient. C'étaient ceux qui n'abandonnaient jamais. La boîte, le coffre magique, ce n'était pas une métaphore. Grâce au code confié par Caleb, les enquêteurs découvrirent, dans l'ancien domicile de sa mère, un petit appartement décrépit à Riverview, un double fond caché derrière une armoire. À l'intérieur, soigneusement rangé, se trouvait un carnet en cuir noir, une clé USB, des documents administratifs et plusieurs photos. L'une d'elles montrait Caleb, plus jeune, tenant la main d'une femme au visage flouté, comme s'il avait été volontairement dissimulé dans les bases de données. Sur l'enveloppe contenant les documents figurait une phrase écrite à la main. « Si je disparais, ce que j'ai vu ne doit pas disparaître avec moi. E.H. Eleanor Hayes. Journaliste d'investigation, elle avait disparu 2 ans plus tôt, dans des circonstances classées comme accidentelles après un incendie de voiture sans corps retrouvé. Elle avait travaillé sur plusieurs sujets sensibles, mais rien qui n'ait attiré l'attention jusqu'ici. Sauf que maintenant, les pièces s'assemblaient. Eleanor n'avait pas été une simple victime. Elle avait été traquée, réduite au silence parce qu'elle savait, et Caleb était son fils.
Adam et l'agent Reynolds passèrent 2 nuits à éplucher les fichiers. La clé USB contenait des centaines de pages de notes, de vidéos, d'enregistrements clandestins. Des transactions, des témoignages, des plans. Le réseau de trafic d'enfants dont Crane faisait partie était vaste. Et bien plus ancien que ce qu'ils avaient imaginé. Plusieurs orphelinats dans le sud du pays servaient de façade. Des juges facilitaient la suppression de dossiers. Des médecins falsifiaient les certificats de décès. Et à la tête de tout cela, un nom revenait sans cesse. Un pseudonyme, Northshade. Personne ne savait qui il ou elle était. Mais Northshade n'était pas un chef de gang. C'était un architecte de l'ombre, un coordinateur, un fantôme, et chaque fois que son nom apparaissait, il était lié à une disparition classée sans suite, à une famille brisée, à un silence payé très cher. « Ce que ta mère a rassemblé, c'est explosif », dit Reynolds à Adam. « Mais on a besoin d'une preuve centrale, un maillon faible, et ça pourrait être Caleb. » Adam secoua la tête. Il a déjà assez souffert. Il ne devrait pas avoir à revivre tout ça. Mais Caleb, qui avait entendu depuis la pièce d'à côté, les rejoignit, le regard déterminé. Il tenait le carnet de sa mère dans les mains. « Je veux aider », dit-il simplement. « Si maman a risqué sa vie, je veux pas qu'elle soit morte pour rien. » Adam se leva, s'agenouilla devant lui. « Tu es sûr ? Rien ne t'y oblige. » Caleb hocha la tête. « Titan m'a sauvé. Maintenant, c'est à moi d'aider les autres. » Il n'avait que 10 ans. Mais à cet instant précis, il en paraissait 20. Le plan se mit en place rapidement. Un témoignage protégé, préenregistré, dirigé par des psychologues spécialisés. L'idée était de tout faire pour éviter à Caleb une confrontation directe. Pendant ce temps, le FBI s'organisait. Des mandats tombaient, des descentes étaient prévues dans 3 États. Et en coulisses, une opération conjointe avec Interpol se préparait, car certains éléments pointaient vers des ramifications à l'étranger. Adam n'avait jamais vu une telle machine se mettre en branle. Mais il ne pouvait pas ignorer ce que tout cela coûtait à Caleb. Chaque jour, le garçon dormait un peu moins. Les cauchemars revenaient plus forts. Parfois, il hurlait en pleine nuit, incapable de sortir du souvenir. Titan, malgré sa blessure, rampait alors jusqu'à lui, posait sa tête sur son torse et attendait que la tempête passe. Un soir, Adam retrouva Caleb debout dans le salon, en pyjama, les yeux rougis, tenant un dessin froissé dans les mains. Il le lui tendit, silencieux. On y voyait une grande pièce sombre, des barreaux, des visages derrière, et une silhouette, celle de Titan, brisant la porte. Une lumière entrait alors dans la pièce. « C'est comme ça que je m'en souviens », murmura Caleb. « C'est comme ça qu'il est venu me chercher. » Adam passa un bras autour de ses épaules. « Et tu es sorti, tu as survécu. » Caleb serra le papier contre lui. « J'ai survécu parce que quelqu'un a écouté. » La veille du déploiement, l'agente Reynolds rassembla tous les intervenants dans une salle de conférence sécurisée. Des noms furent assignés, des cibles, des adresses. Le réseau n'était pas une hydre, mais une toile, et ils allaient couper chaque fil un par un. Titan, toujours en convalescence, se reposait à la maison. Caleb refusait qu'on le laisse seul. Il passait des heures à lire à voix haute pour lui. Des histoires de justiciers, de dragons, de bêtes fidèles, et Titan, comme s'il comprenait, battait faiblement de la queue à chaque page tournée. Le matin du déploiement, Caleb se leva plus tôt que d'habitude. Il enfila son sweat à capuche préféré, celui qu'Adam lui avait offert, avec un badge brodé au nom de Titan. Il entra dans la cuisine, où Adam préparait du café. « Tu crois qu'on va les attraper tous ?» Adam le regarda longuement. « Je ne sais pas, peut-être pas tous. » mais assez pour sauver d'autres enfants, assez pour faire tomber cette chose. « Alors on y va », dit Caleb simplement, et à cet instant, Adam comprit que ce gamin n'était pas juste un témoin, pas juste une victime. Il était devenu une étincelle. À 6h42, les premières descentes furent lancées. 27 unités réparties dans 4 États frappèrent simultanément. Les sirènes hurlaient dans les rues de Charleston, Nashville, Dyersburg et même jusque dans les collines reculées du comté de Merrill. Sous le nom d'opération Silent Web, l'objectif était clair, neutraliser en une seule nuit toutes les branches visibles du réseau. Dans les bus noirs du FBI, dans les camionnettes banalisées, chaque agent portait au bras un ruban rouge en mémoire des enfants disparus, en soutien aux survivants. Adam, bien qu'attaché au groupe de liaison avec le FBI, avait choisi de rester en retrait pour veiller sur Caleb. Mais même loin du front, il sentait la tension dans l'air, comme un orage prêt à éclater. Il passait en boucle les chaînes d'infos,
Les appels radio cryptés sur son ordinateur portable, les messages codés entre agents. À chaque arrestation, à chaque nom coché sur la liste, il poussait un soupir discret, comme une parenthèse de justice dans une guerre sale. Caleb observait sans parler, il s'asseyait près de Titan, encore trop faible pour marcher longtemps, et caressait doucement son flanc. Il regardait les visages des hommes arrêtés qui défilaient à la télévision, sans les reconnaître. Jusqu'au 5e nom. Lui, dit-il soudainement. Sa voix était tranchante, comme un couteau sur la porcelaine. Il venait parfois? Il ne disait rien, mais il écoutait. Adam s'approcha. Sur l'écran, un visage gris, impassible. James Tolliver, ancien conseiller municipal, très respecté à Dayton. Il avait été arrêté dans un cabinet d'avocats en centre-ville, un ordinateur portable crypté sous le bras. C'était l'un des noms que Chambers avait tenté de protéger jusqu'au bout. L'un des piliers invisibles du réseau. Il disait aux autres comment ne pas laisser de traces, ajouta Caleb. Il disait que les enfants ne savaient pas ce qu'ils valaient. Adam ne répondit pas. Il se contenta de poser une main sur l'épaule du garçon. Ils regardèrent ensemble le visage de Tolliver être poussé dans une voiture blindée, menotté, sans expression. La chute s'accélérait. Mais le nom de Northshade, lui, n'apparaissait toujours pas. 3 jours plus tard, alors que la presse parlait déjà d'un démantèlement historique, l'agente Reynolds arriva chez Adam avec un dossier à la main. Elle avait l'air plus fatiguée que jamais. Les traits tirés, le regard grave. « On a identifié la source de financement principale, dit-elle, une fondation éducative fictive qui blanchissait des millions via des bourses imaginaires. Et elle est dirigée par un certain Alexandre Évêque. » Le nom résonna comme un coup dans la pièce. Adam fronça les sourcils. « Ce nom me dit quelque chose, il dirige un cercle de philanthropes, gère des œuvres caritatives, des hôpitaux pour enfants. Il a reçu une médaille présidentielle il y a 6 ans. » Mais en croisant les données financières, en fouillant les correspondances codées de Tolliver, on a trouvé plusieurs lettres signées NS. Northshade, murmura Caleb. Reynolds hocha lentement la tête. On pense que Bishop est ce fameux fantôme. Il n'a jamais touché aux enfants, jamais prononcé un mot compromettant. Mais il a tout orchestré. Chaque site, chaque transfert. Le problème, c'est que Bishop vivait protégé. Son domaine à Willow Bend était gardé comme une ambassade. Il avait des avocats, des contrats blindés et aucun lien direct avec les faits. Rien de prouvable devant un tribunal, sauf une chose. Caleb, en entendant ce nom, se leva lentement. Il alla chercher un petit carnet qu'il avait gardé près de son lit depuis son arrivée. Il le tendit à Reynolds. Maman disait que si je voyais cet homme un jour, je devais lui dire notre code. Elle disait que c'est avec lui qu'elle avait commencé l'enquête. Le carnet contenait un code manuscrit, répété plusieurs fois. 4792, le même que celui donné par Caleb auparavant. Et au dos de la page, un extrait de discours signé Alexander Bishop avec une annotation d'Eleanor Hayes, le visage de l'ombre. Cette fois, c'était suffisant. Le FBI lance un mandat. L'assaut sur le domaine de Bishop eut lieu à l'aube. Les agents pénétrèrent dans la villa somptueuse de Willow Bend, saisissant disques durs, coffres, dossiers. Évêque ne résista pas. Il resta debout au milieu de son salon, un verre à la main, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. « Le monde ne changera pas, dit-il froidement à Reynolds. Vous me remplacerez par un autre, et celui-là sera bien plus prudent. » Mais elle lui répondit simplement « Pas tant que des enfants comme Caleb auront le courage de parler. » Quand la nouvelle de l'arrestation tomba, Adam serra Caleb dans ses bras. Le garçon ne dit rien. Il se contenta de regarder Titan, allongé sur son coussin, et murmura « On l'a fait. » La presse se déchaîna. Les chaînes d'infos parlaient de conspiration nationale, de scandales historiques. Mais pour Adam, il n'y avait qu'un nom qui importait, Caleb, et une promesse silencieuse. Il ne serait plus jamais seul. Dans les semaines qui suivirent, Caleb devint malgré lui un symbole. Son témoignage, anonymisé, fut utilisé pour renforcer les actes d'accusation. Les autorités publièrent des extraits de ses dessins, ses mots les plus touchants, traduits dans plusieurs langues. Il ne fit aucune apparition publique, et pourtant, son histoire traversa les États-Unis comme une onde de choc. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes utilisèrent le hashtag pour Caleb. Des familles d'accueil, des survivants ou d'anciens enquêteurs, tous saluaient le courage de ce petit garçon et de son chien fidèle. Mais chez Adam, la vie restait simple, réelle. Chaque jour, il préparait le petit déjeuner pendant que Caleb nourrissait Titan. Il avait appris à adapter la gamelle du chien en fonction de ses besoins post-opératoires. Titan marchait lentement, mais sa volonté de vivre
elle, n'avait jamais faibli. Quand Caleb s'asseyait pour faire ses devoirs, car oui, il avait repris une scolarité partielle à la maison, Titan s'allongeait à ses pieds, sa patte blessée repliée contre lui, comme un soldat en convalescence qui refusait d'abandonner son poste. Un jour, alors qu'il regardait un documentaire animalier, Caleb se tourna vers Adam. « Tu crois qu'un jour, Titan pourra courir à nouveau, comme avant ?» Adam réfléchit. « Peut-être pas comme avant, mais assez pour faire ce qu'il aime. Être libre, être à tes côtés. » Caleb hocha lentement la tête. « Alors c'est suffisant. » Le garçon avait changé. Il restait marqué, bien sûr. Certains soirs, il se figeait en entendant des pas dans l'escalier. D'autres fois, il vérifiait 2 fois que les fenêtres étaient bien fermées, mais il riait aussi. Il chantonnait parfois et il avait recommencé à rêver. Un matin, il raconta à Adam qu'il avait rêvé d'une cabane perchée dans un arbre avec Titan qui grimpait l'échelle et lui qui lui lisait une histoire. « Même si c'est impossible, j'aime bien penser que ça pourrait arriver », avait-il soufflé. Adam avait alors commandé en secret un plan de cabane en bois renforcé. Il en avait discuté avec Martha, la voisine, et ensemble, ils avaient prévu de la construire à la fin de l'été. Pendant ce temps, les procédures judiciaires avançaient. Bishop fut placé en détention sans caution. Plusieurs de ses collaborateurs acceptèrent des accords de plaidoyer en échange de révélations. Plus de 70 enfants furent localisés grâce aux fichiers retrouvés. Certains avaient été adoptés légalement sous de fausses identités. D'autres vivaient dans des établissements soi-disant religieux. Tous portaient les marques d'un passé volé. Un après-midi, l'agente Reynolds rendit visite à Adam non pas en uniforme mais en jean et veste en cuir. Elle avait l'air différente, moins tendue, presque sereine. « Je voulais vous montrer quelque chose », dit-elle en tendant un petit cadre à Caleb. C'était une photo. Un groupe d'enfants dans un jardin, une jeune fille en haut souriait à la caméra. Elle s'appelle Zoé. Elle avait été déclarée morte à 6 ans. Elle va bien maintenant. C'est grâce à toi. Caleb prit le cadre avec délicatesse. Il le regarda longuement, puis demanda doucement « Est-ce que je peux lui écrire ?» Reynolds sourit. « Je suis sûr qu'elle serait ravie. » C'est ce jour-là que Caleb comprit que ce qu'il avait vécu, aussi terrible soit-il, n'avait pas été vain. Que dans cette obscurité, il avait tendu une lumière. Et que d'autres, ailleurs, s'étaient mis à marcher vers elle. Les semaines suivantes, Adam remarqua d'autres changements. Caleb parlait plus souvent de sa mère, de ses souvenirs avec elle, du goût des tartes qu'elle préparait le dimanche, de sa voix douce quand elle chantait pour le faire dormir. Il ressortit un vieux magnétophone, y enregistra ce qu'il appelait les souvenirs importants, comme s'il construisait lui-même son musée intérieur, une mémoire qu'on ne pourrait jamais lui voler. Un matin, il demanda s'il pouvait avoir un vrai nom de famille. Pas celui de Bishop, précisa-t-il, et pas Langford. Adam resta silencieux un moment, puis il posa sa tasse sur la table. « Et si tu prenais le mien ?» Caleb le regarda, les yeux grands ouverts. « Tu veux dire, comme ton fils ? Pas parce que tu dois l'être, mais parce que tu mérites qu'on t'appelle autrement que le gamin retrouvé dans une grange. Parce que tu es bien plus que ça. » Caleb réfléchit longuement, puis hocha lentement la tête. « D'accord, je veux m'appeler Caleb Walker. » Le changement de nom fut officialisé 2 semaines plus tard, dans une petite salle du tribunal de Millstone. La juge, une femme douce à la voix claire, sourit en signant le document. Titan était présent, bien sûr, avec une médaille fraîchement gravée autour du cou. Titan, chien de Caleb Walker, frère et gardien. Ce jour-là, à la sortie du tribunal, une petite foule les attendait. Des voisins, des collègues d'Adam, des bénévoles du refuge, même Martha, en chaise roulante, arborait une pancarte sur laquelle on lisait « Bienvenue dans la famille, Caleb ». Caleb, habituellement réservé, s'accrocha à la main d'Adam. Il regarda tous ces visages, cette chaleur, puis il déclara d'une voix claire « Merci pour m'avoir laissé entrer et pour ne pas m'avoir laissé seul ». La foule éclata en applaudissements. Titan aboya doucement, comme s'il approuvait lui aussi. Adam serra le garçon dans ses bras. Il savait que tout ne serait pas facile, que les cicatrices, même invisibles, mettraient du temps à guérir. Mais il savait aussi, avec une certitude absolue, qu'ils étaient devenus une famille, une vraie, forgée non par le sang, mais par la loyauté, le courage et un amour qui avait survécu à l'ombre. L'été passa lentement à Millstone, baigné dans une lumière chaude et rassurante. Pour la première fois depuis longtemps, Adam se surprit à vivre sans peur. Il se levait chaque matin avec un objectif simple, construire quelque chose, pas pour effacer le passé, mais pour offrir à Caleb et à Titan un avenir qui valait la peine d'être vécu. La cabane, celle dont Caleb avait rêvé,
devint leur projet commun. Adam la construisait chaque week-end avec l'aide d'un ancien collègue menuisier, pendant que Caleb triait les planches, vissait les poignées et peignait des étoiles sur les murs intérieurs. La cabane fut terminée fin août. Elle était perchée sur un grand chêne derrière la maison, avec une échelle renforcée et même une petite trappe pour permettre à Titan d'y grimper sans forcer sur sa patte affaiblie. Le premier soir où ils y passèrent la nuit, Caleb avait apporté une lampe, une pile de livres et 2 coussins. Il lut une histoire à voix haute, Titan couché contre lui, et s'endormit comme un enfant qui n'a plus à craindre les ombres. Ce même mois, Adam reçut une lettre du département de la sécurité intérieure. Il fut officiellement remercié pour sa coopération dans l'opération Silent Web et une proposition lui fut faite. Revenir dans les services fédéraux dans une unité spécialisée dans la protection des mineurs. Il réfléchit longtemps. Puis, en regardant Caleb jouer dans le jardin avec Titan, il sut que la réponse était non. Il n'avait plus besoin de repartir au front. Le combat le plus important de sa vie, il venait de le mener, et il l'avait gagné. Caleb, de son côté, continuait à évoluer. Il voyait une psychologue spécialisée 2 fois par mois, avec qui il abordait peu à peu les souvenirs refoulés. Mais ce qui l'aidait le plus, c'était Titan. Il lui parlait chaque soir comme à un confident. Parfois, Adam l'entendait lui murmurer des secrets ou simplement lui demander conseil, comme on le ferait à un grand frère. Un matin, Caleb vint trouver Adam dans le salon, tenant dans ses mains une brochure. « C'est une compétition pour les chiens héros », expliqua-t-il. « Il y a plusieurs catégories, et une pour ceux qui ont fait preuve de courage exceptionnel même s'ils sont blessés. » Adam prit le papier, le lut attentivement. C'était un événement national, retransmis à la télévision, soutenu par une grande fondation canine. L'édition de cette année avait lieu à Raleigh, en Caroline du Nord. « Tu veux qu'on propose Titan ?» demanda Adam, un peu surpris. Caleb hocha la tête. « Pas pour gagner, juste pour que les gens sachent. Que ce qu'il a fait, c'est pas juste pour moi. Il a protégé des enfants. Il a aidé à sauver d'autres vies. Il mérite d'être connu. » Adam sourit. « D'accord, on va le faire. » Ils remplirent ensemble le dossier de candidature. Ils y joignirent une lettre manuscrite de Caleb, dans laquelle ils racontaient leur histoire, avec ces mots simples, vrais, puissants. « Titan m'a trouvé quand personne ne me cherchait. Il n'a pas demandé si j'étais cassé ou si j'avais peur. Il est juste venu, il est resté. Il m'a protégé même quand ça lui faisait mal. Pour moi, c'est ça, un héros. » 2 semaines plus tard, un courrier officiel leur confirma que Titan était sélectionné pour la cérémonie. Les préparatifs commencèrent aussitôt. Caleb acheta un petit nœud papillon rouge pour son compagnon et Adam, lui, contacta Dr Ross pour s'assurer que Titan serait apte à voyager. « Il est solide », confirma-t-elle avec tendresse. « Ce chien est une leçon de résilience à lui tout seul. » Le jour du départ, la voiture familiale était chargée. Caleb portait fièrement son badge « invité d'honneur » et Titan, dans sa cage de transport ouverte, semblait déjà sentir l'excitation dans l'air. Sur la route, ils écoutèrent une playlist préparée par Caleb. Des musiques douces, des airs de films d'animation et même quelques morceaux classiques que Titan semblait apprécier. Arrivés à Raleigh, ils furent accueillis comme des célébrités discrètes. On leur offrit une chambre d'hôtel adaptée pour les chiens et un membre du comité d'organisation leur expliqua le déroulé de la cérémonie. Mais ce fut surtout le regard des autres candidats, humains et chiens, qui toucha Adam. Il y avait des bergers allemands ayant sauvé des familles dans des incendies, des labradors thérapeutes pour vétérans, des chiens guides ayant défendu leur maître pendant des agressions, et puis Titan, lui, qui n'était plus un chien d'intervention, mais dont la blessure était devenue sa preuve de loyauté. Le soir venu, ils prirent leur place dans l'auditorium. Caleb tenait la laisse de Titan d'une main et de l'autre, la médaille qu'on leur avait remise à l'entrée, finaliste, héros silencieux. Quand le nom de Titan fut annoncé, la salle se leva. Adam, d'habitude si calme, sentit sa gorge se nouer. Caleb guida doucement son chien jusqu'à la scène. Un silence absolu s'installa, comme suspendu entre admiration et respect. Puis la voix du présentateur lut un extrait de la lettre de Caleb. Et au moment où les mots « il est resté » résonnèrent dans le micro, la salle tout entière applaudit. Mais ce fut plus que des applaudissements. Ce fut un hommage à un chien, à un enfant, à une histoire que personne n'avait pu briser. La cérémonie se termina tard dans la nuit, mais ni Caleb ni Titan ne montraient le moindre signe de fatigue. Assis côte à côte dans leur chambre d'hôtel, ils contemplaient la médaille posée entre eux sur le lit. Adam les observait en silence depuis le fauteuil, une tasse de thé tiède entre les mains. Il n'intervenait pas,
Il savait que ce moment leur appartenait, une forme de clôture, un cercle enfin refermé. Caleb prit doucement la médaille, l'attacha au collier de Titan, puis se coucha près de lui, la tête contre son flanc. « C'est pas pour ce que t'as fait ?» murmura-t-il. « C'est pour ce que t'as jamais cessé d'être. Mon frère. » Le chien leva les yeux, fatigué mais encore plein de cette douceur qu'il avait sauvée tant de fois. Il remua lentement la queue, Adam éteignit la lumière, et ce soir-là, dans l'obscurité paisible d'un hôtel de Raleigh, un garçon et son chien dormirent comme deux âmes réunies, entières. Les jours qui suivirent furent de calme. De retour à Millstone, la vie reprit son cours. Mais plus rien n'était comme avant. Caleb s'inscrivit dans une école alternative à mi-temps. Il y alla la première fois avec une boule dans le ventre et Titan à ses côtés. L'établissement acceptait les chiens d'assistance et dès les premiers jours, les enfants se rassemblèrent autour d'eux. Ils ne posaient pas de questions, pas celles qui blessent. Ils voulaient simplement savoir si Titan aimait les croquettes au bacon et s'il savait donner la patte. Le soir, Adam écoutait Caleb raconter ses journées avec l'enthousiasme timide d'un enfant qui redécouvre le monde. Il lui parlait d'un garçon nommé Henry, qui bégayait mais dessinait comme un professionnel. D'une fille, Elisa, qui lisait plus vite que lui, mais lui prêta son livre préféré. Et toujours, Titan les accompagnait. Assis dans un coin de la classe, protecteur, discret, indispensable. La presse, elle, s'était peu à peu détournée de leur histoire. D'autres scandales avaient pris le relais, d'autres drames, d'autres héros, mais Adam n'en voulait pas. Leur silence retrouvait enfin sa valeur. Un samedi matin, alors qu'ils travaillaient tous les trois dans le jardin, un pick-up noir s'arrêta devant la maison. Adam se leva, méfiant, puis reconnut l'agent Reynolds. Elle sortit du véhicule, un dossier à la main. « Je vous dois une dernière chose, dit-elle. » Adam la fit entrer. Elle s'installa à la table, posa le dossier entre eux. « C'est le rapport final sur Eleanor Hayes. Ta mère, dit-elle à Caleb, son décès est maintenant officiellement reconnu comme un homicide. Grâce aux documents fournis, elle est aussi désignée comme lanceuse d'alerte posthume. Le département de la justice va lui rendre hommage l'an prochain. » Caleb ne répondit pas tout de suite. Il effleurait le dossier du bout des doigts, puis demanda doucement « Est-ce qu'elle savait qu'elle allait mourir ?» Reynolds resta silencieuse un moment. Puis, elle savait qu'elle ne pourrait peut-être pas te protéger toujours. Alors elle a laissé les bonnes clés, et tu as su les utiliser. Le garçon hocha lentement la tête. Alors elle a gagné. L'agente Reynolds se leva, posa une petite boîte sur la table. « C'est à toi ?» C'était à elle. À l'intérieur, une montre, un vieux modèle au bracelet usé. Caleb l'ouvrit, l'aiguille des secondes battait encore. Derrière le couvercle, une inscription gravée. « N'attends pas l'avenir, construis-le. » Il passa la montre à son poignet, avec un sérieux qui fit sourire Adam. Puis il se tourna vers Reynolds. « Je vais devenir policier, ou journaliste, peut-être les deux. » Elle rit doucement. « Je crois que tu feras ce que tu veux. » Le soir venu, après le dîner, Caleb installa la montre sur sa table de nuit. Titan dormait déjà à ses pieds. Adam entra dans la chambre, lui souhaita bonne nuit, puis resta un moment dans l'encadrement de la porte. Caleb le regarda. « Est-ce que je serai toujours un survivant ?» demanda-t-il. Adam s'approcha, s'accroupit, posa une main sur son épaule. « Tu seras toujours quelqu'un qui a survécu. Mais ce que tu es, Caleb, c'est bien plus que ça. T'es devenu quelqu'un qui construit, qui protège, qui aime. » Le garçon sourit. Pas trop, juste assez. Puis il éteignit la lumière. Un an passa. À Millstone, les saisons s'étaient succédées avec lenteur, comme si le monde lui-même avait compris que cette petite maison au bord de la forêt avait besoin de répit. L'automne avait déposé ses feuilles dorées sur la cabane perchée, l'hiver avait figé les branches et renforcé les silences. Et le printemps, enfin, avait fait éclore une paix durable. Caleb avait grandi. Il avait gagné quelques centimètres, une voix un peu plus grave, et ce regard d'enfant qui a vu trop tôt ce que d'autres fuient toute une vie, mais qui a choisi d'aimer quand même. Titan, lui, vieillissait doucement. Sa patte blessée le ralentissait parfois, mais il ne montrait jamais de signe de renoncement. Il continuait d'accompagner Caleb partout, à l'école, au marché, à la bibliothèque municipale. Un après-midi, lors d'une sortie scolaire, une petite fille effrayée par les escaliers d'un vieux musée se figea. Titan s'approcha, s'assit à ses pieds et attendit. Elle finit par poser sa main sur sa tête et ensemble, ils gravirent chaque marche. Adam observait tout cela avec une gratitude silencieuse. Il ne remerciait personne à voix haute, pas Dieu, pas le destin.
Mais il ressentait chaque jour cette chose rare et précieuse, la paix. Il avait repris la photographie, des clichés en noir et blanc surtout, des paysages, des silhouettes. Il avait même organisé une exposition locale dont la pièce centrale représentait Caleb et Titan. Assis au bord de la cabane, les jambes dans le vide, les yeux tournés vers l'horizon. Le cadre était sobre. En dessous, un simple titre, « Ceux qui veillent ». La photo fit parler d'elle bien au-delà du comté. On demanda à Adam l'histoire qui se cachait derrière. Il répondit toujours la même chose, c'est une histoire sur ce qu'on devient quand on refuse de céder. Mais la vérité, c'est qu'il n'aurait jamais pu raconter cette histoire, pas seul, parce qu'elle appartenait à Caleb et à Titan. Le jour de l'anniversaire de l'arrivée de Caleb chez lui, ils firent une fête simple. Quelques amis, un gâteau au chocolat, un os en forme d'étoile pour Titan. Caleb souffla les bougies, fit un vœu silencieux et lança un regard complice à Adam. « Tu veux savoir ce que j'ai souhaité ?» demanda-t-il plus tard, en rangeant les assiettes. Adam haussa les épaules. « Si tu veux me le dire. » Caleb sourit. « J'ai souhaité que Titan vive encore très longtemps, et que si un jour on sauve encore quelqu'un, ce soit lui qui l'entende le premier, comme la dernière fois. » Adam sentit sa gorge se serrer, mais il hocha la tête. « Je pense que c'est le meilleur vœu du monde. » Le soir, ils s'installèrent dans la cabane comme à leur habitude. La lampe diffusait une lumière dorée. Caleb lisait à haute voix un passage de son roman préféré, pendant que Titan ronflait doucement à côté. Quand il termina, il referma le livre et se tourna vers Adam. « Est-ce que tu crois que ce qu'on a vécu, ça peut changer le monde ?» Adam ne répondit pas tout de suite. Il regarda la forêt autour d'eux, l'air calme, les feuilles qui frémissaient doucement dans le vent. Puis il dit « Non, je pense que ça change bien plus que ça. Ça change les gens. Et ce sont les gens, Caleb, qui changent le monde. » Le garçon hocha la tête. Il comprenait, et dans ce silence partagé, dans cette paix douce et solide, il n'y avait plus besoin de mots, seulement la certitude que dans ce coin oublié du monde, un enfant, un chien blessé et un ancien enquêteur avaient réécrit les règles. Ils avaient refusé l'oubli, défié l'ombre, et bâti, ensemble, un sanctuaire vivant, pas une fin, mais un commencement.